Voilà, c'est bon. Alors je vais le mettre en grand. Je sais pas si vous m'entendez. Vous savez quoi, je vais changer. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Ah, il y a de l'écho. Allô? Ouais. Bref. Il y a de l'écho, vous voyez, comme c'est bizarre, je peux pas monter avec mon autre compte. Alors, je voulais vous montrer le bouquin. Hop. Ah, attendez. Il y a de l'écho? J'ai du mal à vous faire ça. Quand je rouvre, je rouvre. Ah oui, j'en ai fait, oui, c'est vrai. Alors, salut tout le monde, je rouvre. Hop, bienvenue à tous. J'ai mis une petite fleur hein, pour mon fameux... Alors, attendez une seconde. Je comprends pas. Il est pas branché, mon cube. Qu'est-ce qui se passe? Attendez une seconde, les gars, juste parce que je dois charger des choses et j'ai plus de batterie. Ça marche ou pas? Ça marche pas. Vas-y, Sloss. Attendez une seconde. Ah, là. Et la lumière fut, l'électricité fut. Ah là là, qu'est-ce qu'on est dépendant. Pour le PC, pour le machin. Salut Axel, salut tout le monde. Bienvenue. Donc du coup, je reprends parce que avec mon autre téléphone, ça bug, voilà. Donc en fait, c'est un livre qui est extrêmement intéressant pour ceux que ça intéresse sur l'histoire et sur ce qui s'est passé, l'étude des extrémismes. C'est intéressant parce que sur TikTok, on a des gens qui sont des descendants de l'idéologie du GIA, hein, et qui sont infiltrés, notamment partout, j'ai envie de dire, hein, notamment en France, etc. Et il faut vraiment bien savoir les repérer et connaître les choses pour ne pas suivre n'importe qui. Salut Dia, salut tout le monde. Donc du coup, je pense, en plus ma chaîne c'est de la géopolitique et sur la sociologie, etc., que c'est extrêmement important de parler de ce groupe terreau, classé terreau hein, par l'Algérie, mais pas que, aussi par la France, etc., etc. Comme ça, vous aurez toutes les données, mais je suis pas sûre que, vous voyez, on est très signalé. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous invite à tapoter le temps qu'on lance le live et je vais pas faire monter pour l'instant quelqu'un, ça sert à rien. Les Palestiniens, on est signalés à fond. Voilà. Tant que le ban n'est pas, qu'on n'est pas au moins 50 personnes et qu'on n'a pas tapoté au moins 10 cas ou 20 cas, je peux pas faire monter hein, parce qu'ils vont se faire signaler les Algériens, les Palestiniens et ça sert strictement à rien. Donc je vais revenir une fois que vous aurez partagé sur ce livre qui s'appelle Confection d'un émir du GIA. Donc c'est écrit par Patrick Forestier avec en collaboration avec un homme qui s'appelle Ahmed Salam et en fait c'est un ancien chef de cette section terroriste qui écrit son histoire, d'accord. Et donc c'est extrêmement important. Vous trouverez des similitudes avec d'autres groupes armés et avec des Idrissi Abedi et compagnie, on va le dire. Hein. Avec d'autres personnes sur les réseaux, on va pas tous les citer, vous les connaissez. C'est des choses qui sont extrêmement effrayantes de revoir la manière de faire de ce GIA à l'heure actuelle, en 2025 en fait, tout simplement, et qu'il y a des musulmans qui les suivent. C'est encore plus grave. Des gens qui ne connaissent pas l'histoire et qui, je pense, veulent reproduire une décennie noire. Je sais pas, mais il se passe quand même des choses très graves et on va le faire. Salut tout le monde. On va le faire proprement, de toute manière, comme d'habitude. Et c'est aussi une manière de lutter contre l'islamophobie, une parenthèse, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits par l'extrême droite, etc. Et tout et n'importe quoi d'ailleurs est dit sur le GIA, et encore plus sur le FIS, mais là c'est vraiment le GIA. Quoique dans le live il en parle parce que c'est un gars d'Oran et il va parler justement de la politique, etc. Mais c'est voilà, c'est je pense d'utilité publique. Donc bienvenue à vous, alors que des gens veulent monter, mais j'ai dit je fais pas monter pour l'instant. Tant qu'on n'est pas assez nombreux, les gars, ça sert à rien. On est trop signalés.
Donc tapotez, partagez, vous pouvez republier si ça vous dit, et après je ferai monter, en sachant que j'ai pas envie de faire monter n'importe qui, n'importe quoi, c'est un sujet qui est très compliqué. D'ailleurs, ceux qui sont 100% algériens, il y a une loi sur ça, où ils n'ont pas le droit de parler, donc je vous conseille pas de monter. Moi je suis française, donc il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent pas avoir d'ennui, restez en bas, tapotez, partagez, mais ne participez pas en haut pour pas avoir d'histoire. Après, c'est un livre qui est très connu et qui a été aussi commercé en Algérie, etc. C'est pas un livre interdit, hein. Controversé un petit peu, mais pas interdit. Alors, je voulais vous montrer un truc. Justement, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais voir, hein. Je vous ai fait un truc. Oui, je vous ai fait un truc de résumé du GIA. Je le fais comme bon, beaucoup de gens savent, hein, mais en fait c'est important parce qu'en fait nous les Français, je parle de la plupart des Français, à part entendre les merdes et les mensonges des apostats qui sont complètement psychiatriques, on n'a pas cette version de l'histoire. Donc c'est important d'en parler. Donc pour le GIA, simplement pour les gens, pour que vous sachiez pourquoi c'est important aussi, et c'est pas du BFM, hein. Les principes idéologiques relèvent du GIA, hein, qui sont classés terroristes, hein, je le rappelle, de manière unanime, hein, ceux qui défendent ces choses-là sont des terreaux partout dans le monde, hein. Le GIA est le groupe armé un des plus radicaux d'ailleurs, qui a même été rejeté à une période par Al-Qaïda. D'accord ? Donc le salafisme djihadiste dont je vous parle, c'est ça qui pose problème et qui se base sur des écrits des wahhabites ou des salafistes, peu importe, l'idéologie très compliquée, très radicale, et c'est un mélange. Le GIA, ça n'est pas que du salafisme djihadiste comme d'autres groupes armés, mais une grosse base dessus. Donc le salafisme djihadiste, on le rappelle, c'est revenir avec les pratiques des salafs au niveau des 3 générations après le prophète, donc les pieux prédécesseurs ou les pieux ancêtres. Mais la différence des salafistes quiétistes ou des salafistes politiques, c'est la méthode armée. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes bases et les mêmes écrits pour la plupart, hein, ils sont d'ailleurs, voilà, sauf qu'ils se rejettent les uns les autres, et les salafistes de djihadistes considèrent tout musulman qui ne va pas avec eux, c'est d'ailleurs une des caractéristiques principales, comme un mécréant et donc à combattre. Ils sont aussi fortement opposés, ça là ils le notent, ils rejetaient toute forme de démocratie et de compromis avec l'État algérien. Salut Ali, comment tu vas? Donc, salut les gars, tapotez un peu, partagez, c'est un live qui est un peu chaud, hein. C'est des sujets véridiques, d'actualité, hein. Bien sûr malheureux, parce que n'oublions pas toutes les victimes de ces radicaux terroristes, toutes les victimes des centaines et des centaines. Et justement, pour ne plus vivre ça, on doit en parler et on doit condamner et ne pas hésiter à le faire. Et je rappelle que ça n'est pas un live pour faire monter la haine ou l'islamophobie, au contraire. Je vais pas vous dire ça c'est des musulmans, ça c'est l'islam. C'est pas ma version. Ça c'est la version des apostats contre lequel je suis ennemi à 100%. Vous le savez. Qui venait chez moi, il fut un temps et que j'ai remis en place en ayant ouvert les yeux et en ayant enquêté. Donc mes lives ne sont pas là pour faire monter la haine ou dire que l'islam c'est moche, d'accord ? Je me permettrai jamais de dire ça. Donc ça je le dis dès le début, avant que je vois arriver les fachos. D'ailleurs s'il y a des modos ou des modérateurs, vous aurez le droit de les muter. Là, les fachos, moi j'en veux pas. On est vraiment là pour parler de l'histoire et de la politique. Et ce livre justement permettra un petit peu de développer des choses et des points intéressants. Donc je reprends. Le salafisme djihadiste rejette effectivement toute forme de démocratie ou de compromis avec l'État algérien. Donc le GIA était l'opposé du FLN et des autorités algériennes, opposés à tout en fait, tout. Ils étaient opposés aussi au Front islamique du salut, au FIS. Faut le savoir qu'il y a eu des luttes fratricides, vous verrez, je vous expliquerai. Même si des gens sont passés d'un côté comme de l'autre, il y a eu beaucoup de choses. Le GIA était les plus extrémistes, et vous verrez ensuite dans l'histoire qui les a financés justement et où ils allaient chercher leurs armes, et etc. C'est ça qui est intéressant aussi de voir, et que l'histoire malheureusement a tendance à se répéter.
Donc, salafisme djihadiste, c'est des piliers du GIA que l'on condamne. Hein. Je pense que tout musulman condamne les salafistes djihadistes. Alors, on le décrit classiquement en sciences politiques. On le décrit pas non plus forcément à l'islam. On le décrit comme une déviance politique, voire une secte. C'est exactement ce que font les autorités islamiques. Hein. Ils décrivent les salafistes djihadistes comme des sectes, des déviants, etc., etc. Je vous inviterai à aller le voir. On en reparlera. Deuxième point, le takfirisme. Donc, qu'est-ce que veut dire le takfirisme? C'est le fait, c'est une doctrine, vous le savez, hein, ça vient d'ailleurs des wahhabites, comment on dit en français, hein, comme chez les catholiques, de déclarer mécréant, là ils notent ça comme ça, excommunier, hein, si on peut dire ça comme ça, pas les autorités, mais comme je vous ai dit, les civils musulmans, tous ceux qui ne les soutiennent pas étaient takfirisés. Et donc, la population civile avait été prise pour cible par ces gens. D'accord ? C'est exactement la même méthode de Daesh sur lequel je suis en train de vous parler, ou des radicaux, différents groupes de Al-Qaïda qui s'opposent aux musulmans en premier lieu, parce qu'ils considèrent que ces musulmans sont trop modérés. Et ils considèrent d'ailleurs que les musulmans qui vivent en France ou en Europe sont des soumis, et soit ils doivent rejoindre, ça je parle en particulier pour Daesh, hein. Mais il y a des liens idéologiques entre le GIA et Daesh. Les musulmans qui vivent en terre musulmane mécréantes doivent rejoindre justement les terres islamiques, sinon ce sont des mécréants et on doit les combattre. Vous voyez, on est vraiment dans cette version radicale et très dure idéologique. Alors, deuxième point. Troisième point, tapoter un peu, partager. À mon avis, vu le nombre de gens qui me rejoignent, ils sont en train de signaler, ils m'ont mis sur un compte. Hein. Vous voyez, les gens, mettez des good live et tapotez, parce que là, je vous dis pas, ils m'ont signalé à fond la caisse. Donc, le qutbisme. Le qutbisme, ça veut dire que c'est Saïd Qutb. Saïd Qutb, je vous en ai beaucoup parlé. Et c'est ça qui est dans le GIA, une espèce de mixte entre le salafisme djihadiste, le takfirisme, hein, qui a les bases de wahhabisme, des Saouds, d'accord, sur les Saouds, et les écrits de Saïd Qutb, qui lui est un frère musulman. Alors, on ne peut pas lire. Ok, alors attends, je vais changer. Est-ce que là, vous voyez mieux pour tapoter? Voilà, c'est mieux. Donc, le qutbisme, c'est les écrits de Saïd Qutb, qu'il avait écrit d'ailleurs en prison, et il a été zigouillé, on va dire ça comme ça, par les autorités égyptiennes. Saïd Qutb, très controversé, et d'ailleurs les frères musulmans se sont éloignés de lui, parce que les écrits de Saïd Qutb ont inspiré des groupes armés, d'accord, des milices armées. Hein, on en reparlera de son idéologie, ça c'est mon dada, mais notamment dans la révolution, dans renverser les gouvernements, d'utiliser toute méthode possible. Ça, c'est Saïd Qutb, d'accord ? Et puis, quatrième point, donc c'est une forme très bâtarde, hein. C'est pas que les salafistes djihadistes, il y a aussi les frères musulmans derrière. C'est ça qu'il faut souligner. Et le rejet du dialogue avec leur devise qu'ils ont noté. Poulala, c'est chiant. Oui, bah si c'est chiant, allez ailleurs. Si vous voulez avoir des terreaux ou des gens peu cultivés, allez ailleurs. Si vous aimez pas, l'histoire. Donc le but du GIA, après on va aller dans le livre, hein. On va aller dans l'histoire de l'auteur. Alors, les GIA voulaient renverser le gouvernement pour instaurer un État islamique. En gros, hein, c'était ça. Un État radical, très très radical, fondé sur la charia, 100%. Donc ça, c'était le but du groupe islamique armé, et qui s'opposait à d'autres groupes, notamment le Front islamique du salut, qui jugeait bien trop mou, en fait, et surtout qui jugeait que le fils n'avait pas à passer par la politique, puisque le Front islamique du salut était passé par les urnes, comme vous le savez, avait gagné les élections. Et ça a été rejeté fortement par le GIA. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous le savez, les massacres, les attentats, et on va voir dans le livre, hein, justement, c'est un livre assez dur. Je reviens juste là-dessus avant que les gens... parce qu'il y a des défenseurs du GIA, hein, à l'heure actuelle, je vous le dis. Fodou, tu parles de ce que tu connais pas. Oh, Aïk, je connais très bien, t'inquiète pas. Donc le GIA est reconnu comme organisation terroriste, avant que les gens viennent nous parler de je sais pas quoi, parce que nous avons des petits malins qui se disent musulmans, qui soutiennent ces islamistes. Hein ? Qui soutiennent
Ils ont été élus, ça a été rejeté. Voilà, vous voyez. Non, je vais rien laisser tranquille. Si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. C'est des lives politiques. Je vais pas m'arrêter pour vous faire plaisir. Bref, allez retournez voir. Salut tout le monde. Donc c'est reconnu comme une organisation terroriste au niveau international, que ce soit l'Algérie ou la France ou les États-Unis. Donc ça c'est quelque chose, voilà, ceux qui font encore l'apologie, notamment des gens qui viennent dans des lives que je connais, c'est que vous connaissez rien du tout à l'histoire et que vous êtes des gens dangereux. Salut Calami. Ce sont des gens dangereux. Alors, on va aller, je vous remets le livre. Donc ce livre-là, je vous invite vraiment à le lire. Il y en a d'autres intéressants. Ça va? Salut tout le monde. Comment vous allez? Alors on va commencer l'histoire. Donc ça s'appelle La confession d'un émir du GIA. Alors il a écrit ça et ça a été repris de manière anonyme. Vous allez voir, on devine un peu qui c'est parce qu'il explique son histoire et je pense que voilà. C'est écrit, ce livre, il est sorti en 99, juste pour information. Le gars qui écrit, il s'appelle Patrick Forestier. Hop, et on va aller dans l'histoire. Et il y a des passages qui sont extrêmement intéressants, notamment la fourniture d'armes du Maroc et des armes israéliennes. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est extrêmement intéressant pour que vous compreniez. Exactement, Rosalie. Exactement, salut tout le monde, bienvenue. C'est le fils qui a créé le GIA. Oui, il y a des passerelles entre le Front islamique du salut et le GIA, mais pas que. Il y a pas que. C'est pas une continuité directe. L'histoire est toujours écrite par les gagnants. Oui, Abdoulhamid, on sait que toi t'en es un. Abdoulhamid, vous voyez par exemple les gens, on en a un vrai, c'est Abdoulhamid. Voilà, quelqu'un de dangereux. Alors, on va avancer, je vais vous trouver les passages. Laisse là, genre, il y a 50 nuances, je vais te bloquer. Hop. Voilà, il y en a un. On va faire de la moto ailleurs. Hop, c'est bon. Voilà. Incroyable ça. Donc l'histoire, elle est si ça vous intéresse, elle est à la première personne. D'accord? Donc j'arrive au chapitre 1er, comme ça vous allez voir, on va découvrir la personne. Donc je vous commence à vous le lire si ça vous dit. Non mais je vous jure, c'est un truc de fou. Ils veulent pas la vérité. Donc je commence à vous lire, ça c'est chapitre 1er, et après on ira surtout dans les chapitres intéressants. Je garde peu de souvenirs de l'école primaire Taleb El Ibrahimi à Oran. L'auteur, enfin l'émir du GIA, c'est un gars d'Oran. Parce que je lui tenais tête, le directeur m'expulsa l'année du certificat d'études. J'étais un élève indiscipliné et à l'époque, les anciens combattants du FLN avaient tous les droits. Mon père n'était pas un ancien moudjahidine. Il n'avait pas combattu les Français pendant la guerre de libération. Il avait travaillé dans une ferme avant de s'installer en ville après l'indépendance pour vivre d'un petit commerce. Je suis le benjamin d'une famille nombreuse. Après l'école, donc il explique un peu sa vie. On découvre que c'est un gars banal. Vous voyez, il n'était pas forcément, cet émir du GIA n'était pas prédestiné à cette forme radicale. Et c'est là où vous allez voir que c'est extrêmement dangereux parce qu'il n'y a pas de profil particulier à la radicalisation. Donc, il nous dit que c'est le benjamin d'une famille nombreuse. Il a travaillé dans un salon de coiffure. Il a été chauffeur à l'armée, avec un permis poids lourd semi-remorque. C'était un gars plutôt normal en fait. De retour à la vie civile, je suis devenu taxieur comme l'un de mes frères. Et donc en juillet 85 éclata un incident banal qui a été lourd de conséquences. C'est à ce moment-là que mon destin bascula. Sur Émir Abdelkader, l'ancien boulevard Clémenceau, un flic m'arrêta tout près de la place du 1er novembre. Il voulait que je le raccompagne chez lui, à côté de la maison de la radio, à l'autre bout de la ville. Je le reconnus immédiatement et lui aussi. Il m'avait déjà fait le coup la semaine précédente. Il ne le disait pas, mais il était entendu. Bien sûr que le prix de la course serait pour moi. J'essayais de me dérober, mais ce salaud s'énerva. Il ne pouvait souffrir que son autorité fût mise en cause. Le ton monta, et là, le sang ne fit qu'un tour. Avant l'armée, j'avais fait de la boxe en amateur dans un club de centre-ville. J'étais plutôt bon, mais j'avais toujours refusé d'être engagé dans des combats professionnels. On y prenait des coups et les boxeurs ne voyaient pas la couleur de l'argent. Ils filaient dans les poches des managers véreux. J'avais d'ordinaire suffisamment de contrôle sur moi-même pour garder mon calme en toutes circonstances. Mais cet après-midi-là, je ne sais pas ce qui me prit.
Le flic menaçait de faire sauter ma licence parce que je n'étais pas soi-disant en règle. Il se mit à gueuler et mon bras partit tout seul. Je lui assonnai une droite qui le sonna à moitié. Il ferma son clapet, mais dès le lendemain, mon carnet m'était retiré pour 3 mois et je me retrouvais au chômage. Donc voilà, selon l'auteur, il a commencé à basculer justement dans la délinquance à cause de ce flic, hein, à cause de cette mauvaise expérience et du fait qu'il se retrouve au chômage du jour au lendemain. Je réponds pas aux questions, les gars, il y a d'autres personnes qui vont répondre aux questions. Je sais pas s'il y a des modos qui vont venir, justement. Les modos, s'il vous plaît, mutez un peu les gens qui sont indisciplinés. On va continuer. Alors, il nous parle d'un moyen de gagner facilement des dinars. Comme il était au chômage, c'était une période compliquée, il s'est lancé dans ce qu'on appelle le trabendo. Je ne sais pas si vous connaissez le trabendo. Donc il explique. Hein. Dites-moi si vous connaissez le trabendo. Tu connais, Alexandre? Ah, bah moi je connais pas. Mais tous les Algériens connaissent, Abdelkader, il me dit. Il est à côté. Hein. Vous connaissez? Voilà, Zaïn, il me dit, vous connaissez. Moi, je suis une finististe infiltrée. Très infiltrée. Bref. Alors, je vous explique pour les Français qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le trabendo, il fallait aller à Marseille, acheter des produits que l'on ne trouve pas en Algérie et les revendre au noir en tirant des bénéfices. En gros, c'est la contrebande. Beaucoup survivaient de ce trafic semi-officiel qui existait grâce à la complicité des autorités. Donc, c'était voilà, du marché noir, exactement. Policiers et douaniers touchaient leur pourcentage au passage et les gros trabendistes ramassaient beaucoup d'argent en important sans taxe d'énormes quantités de marchandises. Donc ça se fait partout. Hein. Donc lui, au départ, avait une autre idée en tête. Il voulait voir du pays, connaître autre chose. Donc il a vendu sa voiture et il est parti à Marseille, puis à Aubagne. Il voulait s'engager dans la Légion étrangère. Au centre de recrutement, il a été reçu par un lieutenant polonais. Donc il dit, je semblais l'intéresser, et reviens en janvier, m'a dit l'officier, on était en septembre, en attendant, je me suis lancé dans les affaires. Donc il a fait 3 allers-retours à Marseille par mois, où il arrivait à se faire de l'argent grâce à cette contrebande. Il lui restait de quoi mener la belle vie, même après avoir arrosé les douaniers, etc. Alors il nous dit, hein, je buvais de la bière, donc c'était pas du tout un musulman pratiquant, vous voyez. Il dit, je buvais de la bière, je passais mes journées à draguer, hein, surtout l'été à la terrasse des glaciers sur les plages. On partait le matin en voiture jusqu'à Ain el-Turk, l'ancienne Clairefontaine, la plage de Bousfer, pour finir à la station balnéaire des Andalouses. J'étais libre et grâce à mes petits trafics, j'avais de l'argent. Donc en janvier, finalement, il n'est pas retourné à la Légion. D'accord? Tout allait trop bien. En fait, il voulait s'engager à la Légion étrangère et au final, comme il a fait le trafic, tout allait bien pour lui. Donc il commençait là à fréquenter la mosquée. D'accord? Au début, c'était pour faire plaisir à quelques amis et mon frère cadet, donc ça c'est ce qu'il nous dit, qui étaient plus religieux que moi. À force de les côtoyer, je me sentais obligée de suivre leur façon de vivre. Cet univers ne m'était pas totalement inconnu. En 82, un de mes cousins avait été arrêté pour ses activités islamistes. J'avais connecté de l'argent pour lui et pour les familles des militants emprisonnés qui soutenaient Bouyali, le chef du premier maquis islamique. Il gagnait du terrain et attirait vers lui de plus en plus de fidèles. Des jeunes surtout, qui trouvaient dans la religion un cadre d'opposition au régime de Chadli. Je ne passais pas tout mon temps avec eux, mais les idées qu'ils développaient me plaisaient. La corruption, l'abus d'autorité, les passe-droits, c'est lui qui dit ça. Hein. Du FLN, le parti unique omniprésent, sans lequel rien n'était possible, était dénoncé par des prêcheurs qui prônaient une société islamique plus juste, plus humaine, où le croyant retrouverait sa place. Donc ça, c'est ce qui était dit dans les mosquées. Si j'avais d'ailleurs abandonné l'idée de m'engager dans la Légion, c'était parce qu'un imam me l'avait déconseillé. Les Français t'enverront tuer d'autres musulmans et défendre la croix en terre d'islam, me disait-il. C'est pour ça qu'il ne s'est pas engagé. Salut Yanis, salut tout le monde. C'est pour ça que cet homme ne s'est pas engagé finalement dans la Légion. Pour ceux qui arrivent, je suis en train de lire un extrait de ce bouquin. Pour vous raconter, c'est un extrait d'un homme qui faisait partie du GIA, pour vraiment comprendre des choses politiques, etc. Donc survinrent les émeutes de 88 et la répression qui coûta la vie à des centaines d'Algériens.
Le 5 octobre, j'étais en France, les vols étaient suspendus et je n'ai pu retourner à Oran que le 29. En arrivant, je vis des blindés dans les rues et des flics partout. Un de mes amis avait été tué. D'accord? Un autre, un médecin, était blessé. J'avais la haine. Les milieux islamistes étaient en ébullition. Des moudjahidines qui avaient combattu les soviétiques en Afghanistan revenaient chez eux. Voilà, là, on arrive sur l'origine du GIA. C'est eux, c'est les anciens combattants d'Afghanistan. D'accord? Attiré par l'odeur de la poudre, le Front islamique du salut, donc le FIS, FIS, prenait de l'importance. Mon cousin était l'un de ceux qui l'ont créé. Alors, le nom de l'auteur, le vrai nom, il est caché. Mais en fait, dans son livre, il donne tellement d'informations qu'on on sait qui c'est. Hein. Alors, attendez une seconde. Hop, c'est bon. Voilà. J'organisais la vente, donc un journal qui s'appelle El Mounkin, qui est un journal du mouvement créé par Saïd Mekloufi, l'un des 15 membres fondateurs du Front islamique du salut. Je transportais des paquets d'exemplaires à Marseille, car je continuais en parallèle mes activités de militant et gagnais de l'argent par le Trabendo. Ah, tu le connais? Ce n'était pas incompatible. Nous, les sympathisants du fils, on travaillait. Bah alors, il y a peut-être des gens qui connaissent ce bouquin. Hein. Je donnais même de l'argent de ma poche pour soutenir la cause. Donc, il dit que dès le début, cet homme-là, il était contre le FLN. Hein. Il a grandi avec la haine du FLN au fond de lui, avec un ressentiment, une ambiance dans laquelle il baignait à l'époque, qui se transformait peu à peu sans qu'il s'en rende compte. Il ne buvait plus, hein, je ne buvais plus, même pas une bière de temps en temps, et le militantisme occupait la plupart de mes journées. En 89, je désirais rejoindre en Afghanistan les combattants de la liberté qui luttaient contre les communistes athées. D'accord? Le billet Alger-Paris-Karachi-Peshawar, la frontière pakistanaise, coûtait environ 4000 francs. Alors 4000 francs, je sais plus ce que ça fait en euros par contre. Les gens, c'est des francs anciens. Attendez, 10 000 francs français, ça fait 1500 euros. Donc on est à 600 euros, je pense. Je sais plus trop la conversion ancien francs et euros, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez un peu. La filière commençait dans les mosquées et se terminait dans les camps d'entraînement près de Khyber Pass. 600 euros, hein, c'est ça? Les allers-retours des Algériens entre les deux pays étaient suffisamment fréquents pour que les voyages se déroulent sans anicroche et le chemin était bien balisé. 600, voilà, merci. Mais bon, en 99, c'était l'équivalent de. Ouais, c'est pas grave. C'est la même chose qu'en euros. Pratiquement. Lorsque le fils obtint l'autorisation officielle d'exercer des activités politiques, je changeai d'avis. Le prochain Afghanistan sera ici, je reste. Nous savions tous que dès qu'un parti islamiste émerge dans un pays musulman, l'État empêche de se développer. En Turquie, en Égypte, c'était le cas. Donc, il parle bien sûr des partis des frères musulmans, que ce soit l'Égypte et puis surtout les. Non, je sens en mode automatique. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai Abdelkader avec moi. Nous avions compris que la guerre contre le régime était inévitable et les militaires ne nous laisseraient pas instaurer un État islamique. Donc, vous voyez, il était déjà l'auteur, il a quand même, enfin l'auteur, celui qui parle, il a quand même très vite sombré dans la radicalité. Donc, mon père n'était pas au courant de mes activités, il ne voulait pas comprendre ce qui se passait. Il craignait l'État et me mettait souvent en garde. Donc il raconte que ses frères et lui sont entrés dans les rangs du Front islamique du salut. Nous nous retrouvions dans la grande prière du vendredi à la mosquée Salman el-Farisi, unis dans le même désir de foutre en l'air le système et ses suppôts. Donc encore une fois, opposition complète au régime politique. Pour les élections communales de 89, le fils me prêta une voiture pour surveiller le vote avec d'autres militants. On est à Oran, hein, les gens. Nos responsables nous avaient raconté que le FLN recrutait des filles habillées dans des pantalons moulants pour inciter les jeunes à se prononcer en faveur de l'ex-parti unique. En fait, notre présence maintenait une pression devant les bureaux afin que les électeurs mettent le bulletin du fils dans l'urne. Exactement, Yanis, il parle de son... On va y arriver, t'inquiète pas, là je fais juste le début. Alors, il y a des gens qui veulent monter. Ah, il y en a un qui veut monter. Monsieur Abdelkader. On va y arriver, Yanis. En fait, je fais juste pour vraiment que les gens voient le profil de personne que c'est. Après, il y a toute l'histoire, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, je t'ai fait monter, mais ça marche pas, Alexandre. Ouais, t'es en train de bugger. En fait, on est
tellement signalé que voilà, tapotez un peu, je continue. Si, Donc je si suis monté quelqu'un nous là. contestait, nous traitait de barbus, ou bien nous accusait d'être contre la démocratie, on lui donnait une bonne raclée. D'accord, vous voyez, il y avait déjà la violence. Hein. Il était rare cependant que nous en venions aux mains. Notre présence suffisait et de toute manière, même le dernier des crétins était contre le FLN. La population ne supportait plus l'État et la tyrannie de ce parti qui monopolisait la vie publique depuis l'indépendance. Le recours, c'était nous. On a gagné sans difficulté majeure. Un mois après, les délégués du FIS prenaient leurs fonctions. Je vous ai dit qu'ils avaient gagné. Hein. Officiellement, j'étais engagé comme chauffeur. En fait, ma mission était d'espionner la nouvelle équipe, y compris le maire, en tant qu'agent anticorruption qui rendrait compte directement aux instances régionales du mouvement où siégeait mon cousin. Salut tout le monde. Au bout de 3 mois, je faisais emprisonner un chef du service qui avait réclamé à une vieille femme handicapée une commission de plusieurs milliers de dinars pour régler en sa faveur un litige de voisinage. Donc il va raconter, hein, c'est assez violent les gens, je vous raconte un petit peu, mais c'est assez violent, vous allez voir comment du fils, il a basculé dans le GIA, et ensuite il raconte tout. Alors je pourrais pas tout vous lire parce que c'est un gros livre, mais il y a des passages sur le Maroc et sur les armes et sur l'opposition, etc., qui sont extrêmement intéressantes. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis signalée, les gars. Tapotez, tapotez, partagez le live. Même si on a 33 000, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis sur le dos. Alors, on continue. Merci Forza. On continue. Oui, c'est intéressant, puis c'est extrêmement important d'en parler. Moi, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Après, vous l'analysez à votre sauce. Il y a des choses à prendre, des choses à ne pas prendre, etc. C'est un témoignage. Voilà, comme tout témoignage, peut-être qu'il y a aussi autre chose. Bon, on avance. Donc, la municipalité se livrait à des expériences qui n'étaient pas toujours concluantes. Le fils avait instauré des marchés où des produits étaient censés être proposés à prix coûtant sur les aswaks islamia, les souks islamiques. Les nécessiteux pouvaient consulter gratuitement un médecin, et les instituteurs s'étaient lancés dans la bataille contre l'illettrisme. J'ai assisté une fois à une soi-disant cours d'économie donnée par une prof dans une ancienne église, abandonnée. Au bout d'un moment, l'enseignant que je soupçonnais être communiste a joué pour les élèves du bendir une espèce de tambour traditionnel. Ce n'est pas de l'instruction. Les jeunes ont besoin d'apprendre autre chose. Elle nous répond: le bendir, c'est de la culture. Non, mais alors, Forza, il faut que tu saches qu'Abdoulhamid est un membre, un ex-membre terreau radical, Forza. Tu vois, Abdoulhamid fait l'apologie du GIA, du Front Islamique du Salut, etc. Ouais. Il va nous dire qu'il n'y a pas eu de massacre et que ce sont des gens géniaux. Tu vois, Forza. Voilà pourquoi aussi je fais ce genre de live, pour vraiment qu'on se rende compte de qui sont les infiltrés et qui sont ces gens qui sont extrêmement dangereux, qui vivent en Europe. Tu vois, Forza, je le connais, Abdoulhamid. Ça fait 2 ans que je le connais, 2 ans que je le dégage de mes lives. Hein, et il n'est pas le seul à mentir sur l'histoire. Il n'a aucun respect sur l'histoire algérienne et sur les massacres qu'ont fait les extrémistes. C'est un truc de fou. Puisque lui-même est extrémiste. Vous voyez? C'est grave, hein? Oh, mais envoie-le. Alors, tu peux le muter si tu veux, Forza, parce que franchement, c'est une tannée, ce mec. Oui, mais Abdoulhamid, toi, tu t'es avec Saïd Coupe, t'es avec tous les radicaux, tu connais même pas l'islam et tu viens nous parler, c'est ça qui est drôle. Bon, alors je continue. Donc le bendir, c'est de la culture, me répond le professeur. Et ta mère, tu n'as pas eu assez de bendir depuis 62, ai-je dit avant de claquer la porte. Ce n'était pas en jouant du tambour qu'on allait abattre le tyran. Tu l'envoies à Kaboul. Merci. Nous essayons de nous implanter dans tous les secteurs d'activité. Donc c'est comme ça qu'ils avancent, les islamistes, hein. Juste pour vous dire. C'est via des organisations à la base humanitaire, comme ont fait les frères musulmans en Égypte, comme font d'autres extrémistes, et notamment des Idrissi Ahmedi et Safwa Center et compagnie. Safwa Center et Idrissi Ahmedi est un descendant islamiste du GIA, juste pour vous dire. Il faut vraiment que vous mettiez bien en tête de qui sont ces extrémistes. Et d'ailleurs, la plupart ne sont pas algériens. Hein. Ce sont des mouriches, hein, qui viennent foutre la merde et qui utilisent la Palestine à l'heure d'aujourd'hui pour mettre leur idéologie extrémiste et radicale. Attention. Hein. Organisation Soros. Bon.
Donc on avance. Comment ils ont fait le fils, comme ils ont fait en Égypte, comme ils ont fait partout les frères musulmans et les extrémistes, c'est dans tous les secteurs d'activité. Donc le syndicat islamiste des travailleurs était le bon moyen d'y parvenir. Donc ils avaient, là il parle pour Oran parce que c'est un Oranais l'auteur, hein. Il avait nommé un judoka qui s'appelait Haït Mengele, un homme pieux, frère d'un chanteur kabyle. Il était entouré par les anciens de l'Union générale des travailleurs algériens, passés au FIS et au SIT, qui tenaient les bureaux dans un ancien cinéma. Alors, j'avance, je suis désolée, il y a mes chats qui miaulent le soir. Donc il dit « J'étais l'homme à tout faire du parti, surtout lorsqu'il s'agissait de mener à bien une opération délicate et discrète. À peine arrivé au dépôt de la tête d'un petit commando, la situation dégénéra. Écoutez bien. Un syndicaliste insulta Tahar, l'ami qui m'accompagnait. On en vint aux mains. Je sortis mon couteau et blessai 2 grévistes. 3 jours plus tard, on menaçait le directeur de recourir aux armes et de les massacrer, eux et tous. Le lendemain, il démissionnait. C'était un FLN, riche à millions, qui avait bâti sa fortune en revendant des moteurs et des pièces détachées du parc roulant. Si la grève n'avait pas cessé, on serait allé jusqu'au bout. C'était les ordres et on en avait les moyens. Ça, c'est juste une parenthèse pour ceux qui disent non, mais le fils, c'était des gens plus ou moins pacifiques, c'était que le GIAC qui passait à... Non, là, à l'époque, il était que au fils. Hein. Vous voyez, c'était des gens qui utilisaient des moyens radicaux, violents. Je m'étais procuré un 7,65 au marché, chez un marchand de montres. Et il donnait le mot de passe, Mokhtar m'a prêté sa moto. Ça, c'était comme ça qu'ils avaient des armes. En entendant cette phrase, le vieux ouvrit une vieille caisse pourvue d'un double fond et me glissa dans les mains le pistolet automatique et son chargeur. En printemps 91, la section syndicale UGTA des éboueurs se mettait à son tour en grève en occupant la mairie. Je négociais avec le meneur. Les 4 autres qui étaient avec moi tenaient en respect tous les grévistes. Notre réputation de ne pas être des tendres jouait en notre faveur, et la majorité des mairies était passée aux mains du fils après les élections, et on considérait que ce type d'action était du sabotage. Le pouvoir nous mettait les bâtons dans les roues en provoquant des grèves à répétition. Alors attendez, il y a encore quelqu'un qui veut monter. Abou veut monter. Je ne sais pas qui c'est Abou. Je ne sais pas qui c'est. Exactement, Forza. Malgré ses arguments, le délégué ne venait toujours rien entendre. On l'isola dans un coin en le braquant avec nos armes. Il fallait que la ville soit nettoyée au lever du jour. Sinon, l'argument porta. Les éboueurs d'Oran se remirent au travail. Lendemain, dans le journal M. Jouhouria, 5 loups ont menacé les syndicalistes. Vous voyez, ça, c'est dans les traces du journal. El Jouhouria. À la direction du journal El Munkid, puis à la tête du SIT, il y avait Saïd Mekloufi, un ancien lieutenant qui avait suivi des études de sciences politiques. À cause de son engagement islamique, il avait été radié des cadres de l'armée en 87. D'accord ? C'est un radical qui, en 91, pendant la guerre du Golfe, organisa le départ de plusieurs centaines d'Algériens pour l'Irak à partir d'Amman, la capitale jordanienne. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Traité sur la désobéissance civile, distribué sous le manteau dans les mosquées. Même s'il estimait que le recours à la lutte armée était prématuré, il nous avait fait dire qu'il fallait s'y préparer. Vous voyez, ça commence comme ça, sur des appels à la désobéissance civile. Ça me rappelle des choses, hein. Ça me rappelle des choses bizarrement avec des gens de 2025. Méfiez-vous de ceux qui vous invitent à la violence, même sous forme soi-disant humanitaire. On n'a pas à utiliser la violence d'une manière ou d'une autre dans une société normalement constituée. Ça, c'est un point extrêmement important. Je vous rappelle, je vais la citer, Citizen Fear fait partie aussi de ce réseau radical. D'accord ? Citizen Fear détourne de l'argent, parle de désobéissance civile et fréquente des anciens mecs du GIA. Si ça ne vous met pas la puce à l'oreille que nous sommes infiltrés, les pro-palestiniens, par des radicaux, faut faire très attention. Très attention. Ça, je prends un exemple comme ça, il y en a d'autres malheureusement. D'autres personnes qui se font passer pour des musulmans et qui sont là pour faire soit des trafics, soit de la violence. Exactement, Rémi. C'est ça en fait, exactement. Malgré la victoire au municipal, nous étions conscients que le fils n'allait pas être en mesure d'accéder au sommet du pouvoir de manière démocratique.
Donc, vous voyez, exactement, Idriss, exactement, Forza. C'est pour ça que je reparle aussi, que je fais tous ces lives. Donc, les gens du Front islamique du salut étaient informés que même s'ils allaient continuer, de toute manière, ça n'allait pas aboutir. Donc, nous nous retrouvions confrontés à des problèmes inextricables. Le FLN avait régné sans partage pendant 35 ans, et nous ne pouvions pas effacer en un seul jour les erreurs qui s'étaient accumulées. Lorsqu'un appartement est resté inhabité depuis plus de 30 ans, il est impossible de le restaurer en 24 heures. Donc ça, c'est ce qu'il dit, lui. Ce qu'on voulait, c'était le Parlement de la présidence. Mekloufi représentait l'aile dure du Front islamique du salut. Le chef de guerre, c'était lui. Il nous avait averti que le combat était proche. C'est quoi le but de lire tout ça? Le but, Dan, c'est de lire de l'histoire. C'est d'avoir des notions historiques et de comprendre. Pourquoi? Pourquoi? Déjà parce qu'il y a des gens qui ont des similitudes derrière à l'heure d'aujourd'hui qui sont extrêmement dangereux et qui sont parmi nous. Premier point. Deuxième point, il y a beaucoup de causes. Je vais pas vous faire toutes les causes, mais c'est extrêmement important. Deuxième point, surtout pour lutter contre l'islamophobie. Parce que nous avons à l'heure d'aujourd'hui des apostats et des sionistes qui vont nous faire croire que les groupes radicaux comme ça sont des musulmans et que c'est l'islam. Je les connais très bien, ces gens. Ils venaient chez moi. Ils vous disent textuellement. Donc pour lutter contre l'islamophobie, pour dire la vérité, pour que les erreurs ne recommencent pas, pour qu'on ne revive pas des sales années, il est essentiel d'éduquer les gens et que tout le monde sache ce que c'est le GIA. Entre autres, parce que je vous fais aussi tous les autres groupes. D'accord? Donc c'est de double intérêt. Et ceux qui disent oui, non, mais c'est islamophobe, non, c'est le contraire. Parce qu'il faut faire ce travail, mais le faire correctement. Bien montrer la situation politique que ça n'est pas la religion, c'est une forme radicale politique. C'est très, très, très important. Parce que là, je casse toute la rhétorique propagandiste, sioniste et du Rassemblement national. D'accord? C'est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui. Et ça va éviter justement d'assimiler le terreau aux musulmans lambda, aux 98% des musulmans du monde. Je dis 98 parce que dans les 2%, on met ces gens-là. Même pas. Voilà. La grande majeure partie qui sont pour la paix. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à longueur de journée, vous avez des tahanes de service, je vais pas les citer, qui crachent sur vous et sur tout le monde et qui font monter la haine, même chez nous. Donc voilà pourquoi je le fais. Merci les gens. Et c'est avec la culture, avec la connaissance, qu'on avancera tous ensemble et qu'on évitera ce racisme, qu'on évitera des génocides. Alors, je suis désolée, parce que les génogénos commencent par la méconnaissance. Alors, il est remonté des Z4. Coucou à Abdelkader. Alors, je continue. Oui, mais si ça vous intéresse, le livre, vous pouvez le trouver, il est très très bien. Voilà, vous voyez, on a un sioniste parmi nous qui s'appelle Dan. Dan, moi je te dis, je suis chrétienne, vous m'avez demandé tout à l'heure, etc. C'est pas un live communautariste, etc. Tout le monde est le bienvenu, on dit des vérités historiques, on s'exprime et on a des sources. D'accord? Comme beaucoup, quand on parle de la Palestine ici, ce sont des sources. Que ça vous plaise ou pas. Donc là, c'est l'histoire de l'Algérie, mais vous verrez que le GIA, c'est toute l'histoire d'Afrique du Nord, avec un lien avec les Wahhabites, un lien avec beaucoup de choses. Vous verrez. Je l'ai envoyé à Tel Aviv, bravo. Alors il y a Arabe qui dit donc les groupes comme Daesh, Al-Qaïda, c'est pas des musulmans. Bah écoute, je t'inviterai à aller lire ce que disent les plus hautes autorités islamiques dessus. C'est pas, j'en referai des lives. Je peux pas faire tout votre travail, les gars. Allez lire tous ce que disent les plus hautes autorités islamiques sur ces groupes radicaux et vous comprendrez. D'accord? Mais c'est clair que c'est tellement plus facile pour Jordan Bardella et pour le Kevin du coin de dire que Al-Qaïda c'est des musulmans et de cracher sur l'islam. C'est clair que c'est beaucoup plus simple. Mais on tombe pas dans ce piège. Tu sais, tout le monde peut dire que t'es musulman, moi je peux dire que je suis chrétienne et massacre des gens demain, personne ne m'opposera à ça. Vous voyez? On va dire même que... Voilà, vous voyez, on s'en fout en fait. C'est pas le sujet.
Je rappelle que dans l'islam, massacrer des civils, c'est interdit. Hein. Utiliser la violence à but politique, c'est formellement interdit. D'accord? Donc arrêtez de faire passer les musulmans pour des extrémistes coléreux. Hein. Non, non, mais les gens, arrêtez. C'est ceux qui font de la merde sont des sectaires, sont des extrémistes. Ils sont. On peut pas takfiriser comme ça parce que si on takfirise, on devient justement ces extrémistes. Hein, le takfirisme, il est formellement interdit en islam. Quand on le fait, on doit le faire de manière la plus appropriée. Donc je me permettrai pas. Ils ont pas massacré des civils. Ah bon, le GIA n'a pas massacré des civils arabes? Sérieux? Le GIA n'a pas massacré des centaines et des centaines de milliers de populations algériennes, des femmes et des enfants. Ah non. Ah bah alors vous voyez, on a un négationniste parmi nous. D'accord, ok. Ah bah vous voyez pourquoi il faut faire des lives. Et c'est dingue. Allez, on continue parce que ils sont juste là pour détourner. C'est de la folie ces gens. Sidna Issa musulman était très coléreux. N'importe quoi. Bon, c'est pas les services algériens. Bah écoute, le GIA et le FIS et d'autres mouvements radicaux, c'était pas les services algériens. Mm. Les services algériens ont réprimé le GIA. Ils ont classé terreau, ils les ont poursuivis. Vous allez voir après comment ça s'est passé. Alors il y a eu des accusations, etc., mais on va pas rentrer là-dedans dans ce bouquin. Il y a d'autres sources, il n'y a pas ça dans ce bouquin. Alors, il y a 3 personnes qui veulent monter. Je finis juste ce chapitre, d'accord? Et après, je vous fais monter. Partagez le live parce qu'il signale, on est que 55. Essayez de partager au maximum, de republier. Oui, bah arabe, on sait que toi, tu es un mec du Marzen, hein? Tu es un marzéniste, un mec payé par les Marocains, mais t'inquiète pas que le Maroc va arriver. La place des Marocains extrémistes dans les massacres de la population algérienne, on va y arriver, il n'y a pas de problème. Vous voulez en parler, on en parlera. Voire même, ils leur ont donné les armes, ils les ont formés, et quand le GIA ils se sont cassés, le fils ils se sont cassés, ils ont été accueillis au Maroc. Hein? Vous voulez qu'on en parle ou pas? Voilà. On va en parler. D'ailleurs, dans ce livre, il en parle. Ok? Ah bah écoutez, après vous allez dire c'est des rawa rawa, c'est mes frères. Ah bah écoutez, non, la politique c'est pas ça. Allez dire ça aux familles qui ont été décimées avec des armes marocaines et israéliennes. Allez leur dire. Parce que là, je vais y arriver à ce chapitre-là, où cet émir du GIA explique où il allait chercher ses armes, qui avait de l'hébreu écrit dessus, hein, et qu'il allait les chercher au Maroc. Hein? C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans le bouquin. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc fin mai 91, je continue juste un petit peu. Je me rendis à Alger pour savoir où on était. Le fils avait proclamé la grève générale illimitée. Donc juste pour vous voyez la situation. Donc grève générale. À Oran, on avait reçu un fax qui nous demandait d'attaquer la police. La situation était confuse. Dans la capitale, les marchés de nos militants avaient dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Les rivalités au sein du groupe fondateur accentuaient les divisions. Mon cousin s'opposait à Abbassi Madani et Ali Ben Haj, les 2 leaders charismatiques du FIS. En 48 heures, j'avais tout compris. En coulisses, le mouvement était sur le point d'éclater. À peine venais-je de retourner à Oran que j'apprenais que la police avait investi les places publiques que le FIS occupait dans Alger. Les affrontements causèrent la mort de plusieurs de nos frères. L'état de siège était proclamé pour 4 mois et le maintien de l'ordre et de la sécurité publique était confié à l'armée. Pour nous, c'était une déclaration de guerre. On s'y était déjà préparé depuis 89. Abdelkader Mekki aussi. Je savais qui il était, mais la première fois que j'ai parlé avec lui, c'était dans l'agence de sécurité nationale de Gambetta. J'étais venu récupérer la Satsava blanche qui repartait dans des sacs remplis d'argent tous les matins à 10 heures. On voulait faire, pour se constituer, un trésor de guerre, car on sentait qu'un jour ou l'autre, la poudre allait parler. Faute de moyens, l'opération a finalement été annulée. Le titre, c'est Confession d'un émir du GIA, c'est ce que je vous ai mis. Mais qui, lui, me disait qu'il attendait un remboursement des frais médicaux. J'avance un petit peu. Donc Mekki, c'était qui? Sergent dans l'armée, né à Relizane, il était devenu couvreur de métier. La cinquantaine passée, il portait une balafre sur le visage, suite à une rixe où il avait perdu un œil. Il s'était fait remarquer en 82 en mettant le feu à un bar de sa ville natale et en blessant un adjudant de la gendarmerie d'un coup de fusil.
Mekki était un vétéran de la mouvance islamique car il avait rejoint Mustapha Bouyali à l'origine du premier maquis dans les années 80. Ancien maquisard de l'ex-wilaya, la région 4, pendant la guerre de libération, déçu par le triomphe de l'armée des frontières, il fut choqué par le coup d'état de Boumedienne en 65. 15 ans plus tard, Bouyali revendiquait l'application de la charia et la fondation d'un État islamique, alors qu'il était toujours le responsable local du FLN. Contraint de démissionner, cet idéaliste forma alors les premiers Jama'a, des groupes répartis dans le centre et l'ouest qui prônaient le djihad, la guerre sainte. Leurs premières cibles furent les débits de boissons. Dès 82, il entra dans la clandestinité et devint une sorte de Robin des Bois en version algérienne. Il tua un gendarme mais réussit à échapper avec ses partisans au trac de l'armée. Bouyali devint émir et ses hommes volontaires de la cause de Dieu. Vous voyez, c'était un des chefs. Ils n'étaient qu'une poignée, mais réussissaient des coups fumants qui ridiculisaient l'État. On en souriait jusque dans les douars les plus reculés, à tel point que le ministre des Affaires religieuses, les chefs de la police et de la gendarmerie tentèrent des négociations avec ce brigand devenu populaire. N'avait-il pas eu le culot d'attaquer une école de police où il récupéra 120 armes et de voler une entreprise publique? Écoutez, du coup, vous voyez qui c'est. Je suis en train de je suis en train de vous lire, c'est les Confessions de l'émir, c'est un livre historique, c'est pas moi, hein, je suis juste en train de vous le lire. Le 3 février 87, il fut abattu, mais ses compagnons, donc lui, il a été zigouillé, d'accord? Ses compagnons gardaient au fond de leur cœur la nostalgie du combat. Mais qui était de cela? Il était persuadé que la lutte armée était le seul moyen pour abattre le régime. Quelques mois après notre rencontre dans les locaux de sécurité, Mekki me contacta. Il m'avouait qu'il ne se trouvait pas dans l'agence par hasard. Lui aussi projetait de commettre un hold-up pour alimenter une caisse noire, dans le même but, préparer l'affrontement contre l'État. Vous savez que pour les groupes terreaux, etc., il y a besoin d'argent, énormément d'argent. D'accord? Donc de toute manière, c'est comme ça d'ailleurs que la police, etc., arrive à débusquer parce que vous ne pouvez rien faire sans argent. Hein. Voilà, donc ça a toujours été, et là c'était le cas pour le fils, hein, qui se préparait aux affrontements avec l'armée algérienne. Vous allez voir. Donc Mekki fut l'artisan, le créateur du premier groupe clandestin, encore informel d'Oran. Donc là on est vraiment l'émir du GIA, lui c'est dans la région Oran. On se surnomma les mercenaires de Dieu. Nos actions se contenaient à une série de braquages et de rackets. La police croyait avoir affaire à une bande de voyous. Ce n'est que plusieurs mois après qu'elle apprit qui était derrière ces vols à répétition. Mais c'était trop tard. Avec l'argent qu'il avait récupéré, Mekki acheta plusieurs appartements dans Oran qui allaient servir de planque dès l'annulation des élections en début 92. D'accord? Donc c'est comme ça, après vous allez voir comment ils ont fonctionné. C'était avec différentes planques, différents appartements. Vous verrez comment ils se sont fondus dans la population pour commettre leurs crimes et repartaient, etc. C'était très compliqué de les débusquer. Le jour où l'état d'urgence fut décrété, c'est-à-dire le 9 février, je ne travaillais plus à la mairie. J'étais passé en semi-clandestinité avec Mekki, donc lui c'est un bras droit. Hein. D'ailleurs, l'auteur là de l'émir du GIA, là, il est censé être anonyme, mais je vous assure qu'à mon avis, les gens d'Oran le connaissent. Hein. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce gars, parce qu'il n'a pas donné son nom, mais il donne tellement d'informations dans ce bouquin, que ce soit sur le début de sa vie, comme je vous ai dit, et où il était, etc., qu'il est forcément connu. Et je pense que les autorités algériennes, d'ailleurs, quand son livre est sorti, il a dû quand même avoir des problèmes. Hein. À juste titre. Hein. Faut l'argent et le nerf de la guerre. Bref, allez, continuez à tapoter, s'il vous plaît, partagez, n'hésitez pas. On continue l'histoire. Donc le 9 février, il nous dit qu'il était clandestin, et son frère, qui était membre du SIT, était arrêté, envoyé dans un camp, comme des milliers d'autres militants. Il y avait quand même une tentative de contrôle des autorités algériennes contre ces extrémistes. Le 4 mars, le fils était officiellement dissous, après 29 mois d'existence légale. J'empruntais un chemin alors où tout retour en arrière m'était interdit, j'entrais dans le djihad. Donc vous voyez, la passerelle entre le Front islamique du salut et le GIA, elle est là. Par exemple, chez cette personne-là, qui était au fils, une fois que ça a été dissous, il est parti. Alors tous ne sont pas partis dans le GIA, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont partis. Donc, avant de passer à l'action, il fallait s'organiser. Au début, j'étais chargée de la logistique et du renseignement. À l'époque, la frontière, écoutez bien, la frontière avec le Maroc n'était pas fermée. Je partais avec des commerçants que je connaissais du temps où j'étais dans le Trabendo.
On passait la frontière au poste de Magna. Une fois de l'autre côté, je les abandonnais pour me consacrer discrètement à mes achats. J'avais noué des contacts avec des Marocains sympathisants, écoutez bien. Ils me préparaient des treillis, des adidas, des couteaux de combat. Je donnais le sac à un passeur, qui franchissait la frontière clandestinement par la route de 2 heures, moyennant 1500 dinars. Sinon, j'achetais des bricoles pour donner le change et je glissais un gros billet dans mon passeport au poste de douane. Il m'arrivait d'aller jusqu'à Nador pour acheter des armes. C'était rare, mais j'ai réussi à passer quelques pistolets automatiques grâce à l'aide des Berbères et la montagne. Moi-même, j'ai pu rentrer plusieurs armes de poing démontées. Ce matériel servait en priorité à alimenter les maquis de l'armée islamique du salut, qui était le bras armé du fils. Vous voyez la connivence avec les Marocains. C'est que le début, hein, vous allez voir, il y a beaucoup d'autres choses. Donc ce trafic, il nous dit, était risqué. Heureusement que certains douaniers marocains étaient corrompus, et de cette façon, il était impossible pour eux de contrôler toute la frontière. Grâce à des complices dans les deux pays, j'avais mis en place un réseau de fourniture de munitions à partir d'Oran qui faisait rentrer jusqu'à 2000 cartouches par mois. Oui, c'est une petite partie, évidemment. Évidemment, on parle pas de tous les Marocains, on parle de ceux qui ont collaboré uniquement, évidemment. Il n'y avait pas de Marocains dans ces réseaux ou au maquis, c'est chez eux, de l'autre côté de la frontière, qui nous apportaient de l'aide. Quelques Tunisiens, en revanche, nous avaient rejoints. À un moment donné, un groupe d'Oran fut même dirigé par un Tunisien qui avait vendu 4 kilos de drogue pour acheter des armes. Son manège n'a pas duré, le type ressemblait plus à un voyou qu'à un combattant de l'islam. Il a disparu de la circulation dès qu'il a su qu'on avait reçu l'ordre de le liquider. Acheter des armes avec de l'argent de la drogue est haram, c'est péché. La guerre sainte doit être menée avec des armes propres. Un moudjahidine a le droit de les voler sur des policiers ou des gendarmes qu'il a tués, mais pas de se les procurer avec de l'argent sale. C'est là où vous voyez la différence, hein, l'argent de la drogue, etc. Salut Fadila. Salut tout le monde. Les armes de l'étranger rentraient également par le Maroc. Écoutez bien. En mars 1993, près d'1 millier d'Uzi qui portaient des inscriptions en hébreu sont arrivées. Elles ont été réparties entre les groupes d'Oran et d'Alger. Elles étaient probablement d'origine israélienne et vendues à Téhéran pendant la guerre Iran-Irak. Écoutez bien. Elles nous revenaient plusieurs années après au nom de l'internationale islamiste. C'est un dénommé Tadjouri qui s'est occupé de la distribution. Vous voyez, les armes utilisées par les GIA étaient fournies par des Marocains et Israéliens. Très important. Donc le mec qui donnait, il s'appelait Tadjouri, il est mort par la suite dans la prison d'El Arash avec un autre émir. Mon groupe, lui, en perçut plus un scorpion avec un silencieux et 4 scanners. En général, les armes passaient par les montagnes entre l'Algérie et le Maroc et non par les ports qui restaient étroitement surveillés. Voilà, ça c'est un passage qui je voulais vous partager, qui est extrêmement. Vous voyez, ils vont signaler. Hein. Alors j'ai tous les Mouriches sur le dos là. Vous voyez, on va passer à 46. D'ailleurs après je vais couper le live parce que le live va pas tenir le coup. C'est des sujets qui les dérangent, hein, qu'on dise la vérité. Pourtant, voilà, l'histoire c'est l'histoire. Donc retenez bien ça. Les armes du GIA en grande partie étaient marocaines et israéliennes, notamment les silencieux effectivement, etc. Ça c'est extrêmement important. Pourquoi ça les dérange? Parce que ils ne veulent pas être accusés de quoi que ce soit. Ils ont une mission de donner une image du Marzen, etc. Particulière. Ils devraient être fiers. Ah bah. Voilà. Bref. Donc Abdelkader Mekki, qui était l'émir d'Oran, hein, supervisait le trafic entre des voyages à Alger et dans les maquis. Il entretenait des contacts avec Mekloufi, les fidèles du serment, qui avaient proclamé dans les Aurès dès février 92 le djihad sur tout le territoire. Mekki restait aussi très proche d'Abdelkader Chebouti, un adjoint de Bouyali condamné à mort en 87 et libéré 3 ans plus tard. Voyez, les noms, vous devez les connaître, hein, je pense. Tous deux n'avaient jamais cru à la négociation avec le pouvoir comme le prônait Abbassi Madani. Notre groupe a augmenté en nombre quand Chebouti a affecté sur Oran Omar Djihada, qui deviendra le coordinateur, et 3 jeunes fous
qui était grillé à El Harrach, la banlieue chaude d'Alger, où ils avaient commis de multiples attentes plus loin à. Donc on les appelait Haji, Abu Hamza et Requin Blanc, surnom donné par la police car ils ne rataient jamais sa cible, où ils habitaient dans le même appartement. Moi, j'étais émir d'un autre groupe. Personne ne connaissait en détail le passé de chacun. On s'appelait par des noms de guerre car en cas d'arrestation il était nécessaire d'en savoir le moins possible. La ville était divisée en deux. J'opérais sur Oran-Ouest, où Meki avait acheté plusieurs maisons, comme je vous l'avais dit, dans le quartier populaire des planteurs, traversées par des ruelles étroites qui nous permettaient de nous échapper en cas de pépin. Donc c'était des petites bâtisses de 2-3 pièces qui servaient de cache. Dans l'une d'elles, on avait creusé et aménagé un sous-sol de 60 mètres carrés, dissimulé par un système secret que personne ne pouvait percer. À l'intérieur étaient stockées des armes, du matériel pour fabriquer des bebons, des provisions et de quoi dormir. Écoutez bien, la maison était habitée par un couple et des enfants, en fait des terreaux, non recherchés par la police. Qui pouvait se douter que cette famille nombreuse était l'alibi d'un repère de tueurs islamistes? Ouais. Vous voyez comment ça fonctionnait? C'est-à-dire qu'ils utilisaient les maisons et ils mettaient des enfants pour pas que les autorités algériennes puissent les trouver. C'est grave, hein? C'est grave. Alors attends, coucou Abdelkader. Ah, il est là. C'est très très grave. Alors la sale guerre, j'en ai entendu parler arabe, mais j'ai pas lu. C'est un des prochains, mais il est très controversé ce livre de la sale guerre, donc je sais pas si je le ferai, on verra. Là, je pense rester pour l'instant sur ce bouquin pour que vraiment on se rende compte des choses, d'accord? Donc on va avancer. Pour échanger des informations, on se donnait rendez-vous au Royal ou au Team Gad, qui sont des cafés de luxe, pour ne pas éveiller les soupçons des flics, qui n'imaginaient pas que des terreaux puissent se retrouver dans des lieux pareils. Vous voyez, ils sont très malins. C'est-à-dire que déjà, ils planquaient avec les enfants, mais en plus, ils se donnaient rendez-vous dans des choses un peu luxueuses. Vous verrez après, il va expliquer, hein, que même après, il s'est éloigné des mosquées, etc. Il ne passait plus pour un barbu extrémiste, etc. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire à l'heure d'aujourd'hui, certains, que soi-disant costard-cravate, qui sont les plus radicaux possibles. Donc l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Gardez-le bien en tête. L'été, on se voyait sur les plages, dans des endroits fréquentés par des mounafikoun, les mécréants. J'étais toujours bronzée, je portais un t-shirt, je conduisais des belles voitures et je draguais les filles. Vous voyez, ils faisaient semblant. Ce sont des riches commerçants sympathisants qui nous offraient ces véhicules. Je pouvais me montrer partout sauf à la mosquée où je ne mettais plus les pieds. La barbe, le look islamiste m'était interdit, comme de parler politique en public. Vous voyez, ils brouillaient les pistes. C'est-à-dire qu'ils vont pas venir en vraiment religieux, hein. Il fallait effacer le passé et afficher un comportement opposé aux principes de l'islam, afin que si je croisais un policier ou un FLN qui m'avait connu lorsque j'étais militant du fils, il puisse dire Kakar a changé, il est retourné à son trabendo. Hein? Voyez? Avec l'interdiction du parti et les arrestations en masse, beaucoup s'étaient éloignés, mais lui, il était resté en se faisant passer pour un mec banal, même pas religieux. L'enthousiasme de la parenthèse islamique dans la vie publique avait disparu, ils étaient revenus à la vie normale. Alors, j'avance un petit peu. JIA créé par les Israéliens Mossad avec l'aide des milices internationales. Salut Farid. Bah écoute, en tout cas, j'avance un peu, il y a quelqu'un qui veut monter, je sais pas qui veut monter. Allez, hop, on va faire monter après. De toute manière, j'ai plus trop de batterie, les gars. Je pense que c'est déjà pas mal ce que je vous ai lu, on continuera, mais tout le livre, c'est ça, hein, c'est tout le livre, et c'est extrêmement intéressant, mais surtout très choquant. Ah, t'as raison, Edine. Je l'ai pas lu. Ce bouquin, il a été très controversé, celui dont vous parlez. Mais voilà, celui-ci, je vous le présente parce que c'est un livre intéressant et que ça permet d'avoir des visions claires sur ceux qui ne sont pas algériens en particulier et d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, notamment la situation actuelle. Donc j'avance un petit peu. Ça, c'est la fin du premier chapitre, hein. On a quasi tout lu. Bah, je ferai le deuxième chapitre la prochaine fois.
Donc vous allez voir après sa première mission. Si vous voulez, je peux vous expliquer la première mission qu'il a dû faire. Euh, Donc, ma première mission consista à Assas plus loin Iné, 2 commissaires de police qui avaient tortu plus loin Ré en 82 des militants de Mustapha Bouyali. Monsieur Max était le plus célèbre des deux. Ali Benhaj, le leader emprisonné du fils, l'avait condamné à MORT dans une cassette qui circulait entre nous. Max était un ami de Chadli, l'ex-président de la République. On racontait même qu'il avait été tueur à gages pour le compte de Boumedienne. Originaire d'Annaba, il était arrivé comme lieutenant de police à Oran en 1974. 3 ans plus tard, il rencontrait une femme propriétaire d'un bordel, Camélia, à Sidi El Ouari. Max était affecté à Châteauneuf, la caserne où se pratiquait la torpluinture, rue Philippe, dans le même quartier que le bordel. Grâce à la protection de son amant, la mère Macrel avait acheté un salon de coiffure dans lequel j'avais travaillé en 78. Je vous avais dit ça. C'est là que j'avais croisé Max, un pourri qui raquettait les bars et les bordels de la ville. Il était mouillé dans des affaires louches, proxénétisme ou fausse monnaie. Rien ne lui échappait. Donc, soi-disant, il nous dit, l'État algérien l'avait rappelé en 92 pour qu'il reprenne du service. Son savoir-faire était indispensable. Les autorités manquaient de renseignements pour frapper les réseaux clandestins. Infiltrer la mouvance islamiste ne suffisait pas. Max avait la réputation d'être un professionnel de la torpluinture. Tomber entre ses pattes, c'était tomber en enfer. Avec lui, les prisonniers parlaient. Donc, il dit pour nous, sa condamnation était naturelle puisqu'il était contre le djihad. Pour les ennemis de son genre, une fatwa particulière, un décret religieux autorisant tout musulman à l'abattre n'était pas nécessaire. Il rentrait dans la large catégorie des hommes qui méritaient la mort. Avec lui, aucune erreur n'était possible. Donc la fatwa qui ordonne l'assassinat des représentants de l'État est justifiée. Et je vous explique. Dans une sourate, Dieu dit que jadis en Égypte, le pharaon et son premier ministre Hamel, ayant commis des erreurs, devaient être punis de même que leurs soldats. Yamin Zerwal, le pharaon d'Algérie, son premier ministre, c'est-à-dire les policiers, les militaires et les fonctionnaires, formaient un tout que nous étions en droit de frapper et décimer. C'était même notre devoir et une priorité. Vous voyez comme c'est chaud? L'interprétation de changer radical de certaines choses. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ces gens qui sont tellement extrémistes peuvent... C'est comme si en France, ces gens extrémistes se disaient on va zigouiller l'ensemble des hommes politiques et puis tous les Français qui y s'opposent, quoi. C'est un truc de fou. Ils torturaient exactement Calamity, c'est fou. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ils vont faire leur mission, parce que c'est un peu chaud, Meki avait mis sur le coup une équipe chargée de repérer les habitudes du commissaire. C'est comme ça qu'ils agissent. C'était facile, Max ne se méfiait pas. Il estimait peut-être que personne n'oserait le toucher. Max était le flic. Il avait des appuis, inspirait la crainte et craignait qu'il pourrait continuer à vivre en toute impunité. Au bout de 15 jours, le travail préparatoire était terminé. Le jeudi, il avait l'habitude d'aller au hammam. On s'est pointé ce jour-là avec une zastava blanche. Je conduisais et servais de bouclier de protection au cas où ça tournerait mal. Ouazna est avec moi, c'est lui qui devait tirer car il n'en était pas à sa première exécution. Sa spécialité, c'était les officiers. Il en avait supprimé pas mal dans la région. Ouazna avait épousé ma cousine, à 38 ans, c'est un homme posé, calme, bref. Qui vouait une haine sans limite au tagout, au Satan, c'est-à-dire à tous ceux qui représentaient l'État. Avec lui, j'étais en confiance. Il avait déjà tué un dénommé Mesbah, commissaire de la brigade financière, ancien de la bande à Max, qui avait torturé plus loin et, lui aussi des islamistes du groupe de Bouyali. Mon cousin a abattu Mesbah devant la porte de son immeuble, dans la cité Jeanne d'Arc. L'opération se serait parfaitement déroulée si Redouane, un jeune de 18 ans, n'avait pas craint que le commissaire soit encore vivant. Au lieu de dégager comme prévu, il est resté pour lui planter 7 coups de couteau dans la gorge. Bon, je vais faire sauter mon live si ça continue. Pendant qu'il s'acharnait inutilement, est arrivé par hasard un flic en civil qui l'a abat plus loin tue, par surprise, au moment où il allait s'enfuir. Ils étaient plusieurs à participer à l'opération. Le cousin, le requin blanc, le massik et le Habou Hamza. Tous s'étaient déjà éloignés et n'ont rien pu faire. Eux non plus n'avaient pas vu venir le policier qui a tué Redouane. Voyez ? Quant au fils de Mesbah, on s'est rendu compte après le murder qu'il était un sympathisant islamique. Au lieu d'incriminer les terreaux, il avait fait croire dans le quartier que c'était des Iraniens qui avaient tué son père dans un règlement de compte sous prétexte qu'il était en relation avec des voisins chiites du Hezbollah libanais soutenus par Téhéran. Voyez les mensonges ?
Pourquoi est-ce qu'il a raconté ce mensonge sur son père? Bon, lui nous dit parce qu'il avait honte, de peur qu'il sache que son père avait été abattu par des moudjahidines. Ce meurtre aurait signifié que toute sa famille, lui compris, était contre l'islam. Craignait-il d'être assassiné à son tour ou bien était-il sincère? Croyait-il à un avenir islamique en Algérie ou tout simplement ne supportait-il pas que son père ait torturé des musulmans? Oui, salut Don, c'est le livre de... Exactement. Peut-être était-ce les deux. Il adopta, en tout cas, une attitude qui nous était favorable. On n'a jamais su exactement pourquoi. Voilà. Il figurait sur la liste des gens à abattre. Bref, écoutez, je vais bientôt couper parce qu'il y a d'autres missions, etc. Vous allez voir après ça. Voilà. J'ai plus que 10%, 16%. Donc oui, c'est le livre Les Confessions d'un émir du GIA, si ça vous intéresse. Vous voyez, on a déjà appris pas mal de choses. Faut avoir les nerfs solides, exactement. Bah, c'est pour ça que j'ai peur de faire sauter mon live. Déjà, je vous ai mis l'image et je vous ai mis une fleur pour l'arme là. Et je sais que les gens, ils vont swiper, ils vont se dire ouais, ça y est, elle fait de l'apologie. Alors, je suis pas du tout de l'apologie du terreau, hein, on fait de l'histoire. Et justement, on fait de la prévention. Hein. Je pense que moi, mes lives, ils sont plus préventifs, anti-racisme, préventif, éducatif, etc. Donc, les gens qui m'écoutent, ils le savent très bien, mais ceux qui passent, bien sûr, préfèrent qu'on écoute BFM et puis que on soit des idiots, voilà. Les milices massacrent toujours avec les pilules bleues pour pitié. Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un veut monter avant que je coupe? J'ai 15%. Juste, c'est la fin du live. Merci en tout cas pour vos tapotages, les gars. On est à 71 000. Au moins, le live, il a pas sauté. Si toi, Abdelkader, si tu veux, mon loulou, tu peux prendre la parole. Si quelqu'un d'autre veut monter à la fin de ce qui a été dit, après, je coupe. Hein. C'est juste pour que il y ait la parole et après, voilà. Je suis algérienne. Non, mais les gens, arrêtez de me poser des questions sur moi, s'il vous plaît. C'est pas possible, vous êtes trop curieux. Ce qui importe, c'est qu'on dise la vérité, qu'on fasse de l'histoire et qu'on n'oublie pas tout ça. Et voilà, c'est du travail d'utilité publique. Hein. Je suis désolée. Vous entendez des menteurs à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Moi, je parle de Suisse. Je suis en Suisse, les gens. Voilà. Je suis en Suisse. Donc, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut monter? Axel, si tu veux monter, tu peux. Si vous voulez monter 2 minutes, les gens, il reste la place. Hein. Cléo, si tu veux monter, sinon je vais couper après. Elle est papou. Non, mais je comprends pas D'ailleurs, il y en a, ils m'ont demandé si j'étais musulmane ou pas, mais en fait, ça, c'est de l'histoire. C'est juste lire un livre. On n'a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour analyser un livre et le lire. Hein. Voilà. Arabe, monte 2 minutes, vu les conneries que t'as racontées, j'aimerais bien entendre ta voix. T'as raconté des sacrées conneries pendant le live. Hein. Donc tu peux monter si tu veux. Nous, au moins, on saura qui tu es. Vous avez même pas le courage. C'est une pro-junte algérienne pour ceux qui veulent savoir. Qu'est-ce qu'il raconte, Manzakine? C'est quoi une pro-junte? Je comprends pas. C'est quoi une pro-junte? Ça veut dire quoi, junte? T'as un super témoignage du docteur Agoun, médecin au temps du GIA. Ah, je regarderai. Je regarderai. Ouais, non, mais ça doit être un mouriche. Vous savez, les mouriches, ils sont là pour signaler les lives sans arrêt, de toute manière. Voilà. Et avec leur version de l'histoire très bancale, on connaît. Exactement. T'as raison, Fadila. Tu sais, Fadila, il va même pas vouloir monter. Le mec, il se dit arabe, il se dit algérien, c'est peut-être même une mouche de Tel Aviv. Vous savez? Parce qu'ils sont là pour mettre le doute dans la tête des gens et pour faire... voilà. Donc, voilà. Il veut dire que tu es envoyé par les généraux. Oh là là. Bah écoute, non, c'est pas le cas. Je pense que les généraux, ils ont autre chose à faire que les gens sur TikTok, hein, les gars. Mais en fait, vous savez quoi? C'est ça qui lui met la haine. C'est qu'une Française catholique comme moi, hein, qui ouvre les yeux, qui dit la vérité, ça les fait chier et qui est même pas payée par personne. Si je le dis, voilà, parce que je considère que ce sujet, je suis passionnée par ce sujet, et je considère que c'est intéressant et surtout très important. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Pour lutter contre l'islamophobie, lutter contre les radicaux, etc., etc. Voilà. Ça c'est du travail d'utilité publique. Quand on voit
les dangerosités des réseaux, voilà, il faut dire la vérité. Je suis désolée, mais je ne suis pas envoyée par les généraux, hein. Voilà. Je pense il y a d'autres personnes qui font bien mieux leur travail et surtout des Algériens. Moi, je suis pas algérienne, les gens. Voilà. Et il faut bien comprendre ça. T'es hystérique. Mais c'est pour ça que moi, je n'ai aucune pitié pour ces gens radicalisés. C'est Idrissi Ahmedi, tous ces gens, j'appelle islamistes, je sais que vous aimez pas ce terme, on va les appeler les extrémistes. Moi, je n'ai aucune pitié pour eux parce que quand vous connaissez l'histoire et quand vous arrivez à les reconnaître, c'est des horreurs et qui sont en France, ils sont parmi nous, ils se font passer pour des gens bien et c'est à cause d'eux, après, qu'il y a des gros problèmes, etc. Ils sont extrêmement dangereux. Je vous le dis, hein. En tant qu'Algérien, merci. Merci, Edine. Voilà, je suis désolée, moi je peux pas me taire, hein. Alors bien sûr, ils vont aller dire que je suis une sion, ils vont aller changer des vidéos, ils vont aller faire des montages, etc. Bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, ça reste. Les vidéos, tout ce que les gens ils me connaissent, les lives que j'ai fait, ils me connaissent. J'ai rien à prouver à personne. Donc ils peuvent diffamer et me faire passer pour tout ce qu'ils veulent. J'en ai rien à foutre. Voilà. Merci au nom des victimes du terrorisme. Merci, Edine. Donc voilà, faut dire la vérité. C'est Hassan II le sion. Bah tu sais, Success Algérie, tout à l'heure j'ai ouvert un live, laisse tomber, ils étaient tous en transe parce que j'ai fait aussi des vidéos sur encore le Maroc. Ils supportent pas la vérité. Au lieu d'aller, eux, ils sont payés par contre, au lieu d'aller s'occuper des jeunes qui se font massacrer dans les rues, qui ont des revendications politiques et des revendications sur la dignité humaine, hein, parce que je le dis et je le répète, tout être humain doit être soigné correctement, doit avoir les conditions. Ça fait partie du strict minimum, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle au Maroc. Hein. Et au lieu de ça, ils vont aller signaler nos lives plutôt que d'aller s'occuper de leurs frères qui sont dans la rue en train de se faire tabasser par les policiers. C'est grave. C'est grave quand même. Au lieu de dire oui, il y a un problème interne. Oui, oui. Et on vit dans une dictature. Bah, faut le dire. Je suis désolée. Pourquoi t'aimes pas Idrissi Ahmedi, c'est un lion? Oh bah, non mais alors arabe, toi, depuis le début, je me demande même si c'est pas toi, arabe, si c'est pas toi la barbe luisante d'Idriss. Idrissi Ahmedi, c'est un extrémiste. Il a été formé en Arabie Saoudite. Il est venu en France pour détourner de l'argent des musulmans. Il est venu pour radicaliser la cause et faire croire à l'ensemble des Français que l'islam, c'est les salafistes wahhabites et qui font l'apologie des talibans et compagnie, hein, qui font l'apologie des meurtres de Charlie Hebdo. Mais sinon, c'est un mec bien, hein. Sinon, c'est un mec bien. Oui, après, il fait pas monter l'islamophobie. On est tous formés en Arabie Saoudite. Ah, bah vous voyez les gens, on a un salafiste wahhabite en bas. Vous voyez? Vous voyez depuis tout à l'heure, il fait l'apologie du GIA. Il nous parle des wahhabites. Ah, mais moi, les radicaux, je vous déteste, hein. Je vous déteste, hein. Après, vous allez dire, vous allez enregistrer. Ah, Uni, elle est islamophobe. Non, non. Quand je parle des extrémistes, je dis bien cette branche sectaire qui est très très condamnée au niveau international et par les musulmans. Alors monsieur, il connaît pas le GIA alors que t'es soi-disant un Algérien, vous voyez? Il y a tout Algérien connaît le GIA, tout Algérien connaît. Donc arabe, t'es bien soit un sioniste de Tel Aviv, soit un mec de Casablanca. Voilà. Vous voyez? Tu vois Fadila tout à l'heure, il était en train d'insulter les victimes. Et maintenant il dit je connais pas le GIA. Voilà, il est démasqué. Comme d'hab. Comme d'hab. C'est un truc de fou les mouches électroniques. Bah oui, tous les Algériens connaissent et tous les Algériens condamnent. C'est ceux qui ne condamnent pas le GIA, je suis désolée, c'est pas des Algériens. C'est des mecs qui sont payés par des puissances étrangères pour déstabiliser, etc., etc. On les connaît. Le Halikma, justement, le bras droit, c'est ça que vous devez comprendre. Le bras droit de Idrissi Ahmedi, qui s'appelle Halikma, qui vit en Belgique, lui, c'est un soutien du GIA. C'est un soutien du fils. Hein? Et je le sais, il est venu sur mon live faire l'apologie, etc. Mais il monte sur ses lives tranquille. Il parle de Palestine tranquille. Ah, c'est quoi ça? Franchement, c'est un truc de fou.
Voilà, et moi ça me révolte, hein, je vous le dis, ça me révolte les extrémistes comme ça. Et après, c'est eux qui vont pleurer. Alikma, Idriss, ah, on est des victimes parce qu'on est musulmans, l'État nous aime pas. Non, personne n'aime les extrémistes, c'est juste une réalité. Même les Saoudiens, ils ont changé et ils condamnent. Ils se sont rendus compte que ça partait trop loin et ils condamnent ces gens. Ils ont retourné leur veste. Alors, donc au bout d'un moment, arrêtez, hein. Et ils sont contre, exactement. Ils disent, mais tu sais, ils sont pour quand il s'agit de se faire de l'argent, ils sont pour. Mais quand il s'agit d'aider vraiment les Palestiniens, de le faire dignement, ils sont contre. C'est comme ça qu'on les dévoile. Ils veulent pas aider les Palestiniens, ils veulent aider leur compte en banque. C'est différent. Ils ont un agenda politique, ils ont des missions, ils ont des entreprises différentes. Ils le disent, hein. Derrière, il y a des choses tentaculaires, il le dit, hein. Différentes entreprises, différentes personnes derrière, etc., etc. Ils ont été infiltrés. Ben Samal s'est retourné, exactement. Bref, il est 23 heures, les gars, je vais couper. Donc voilà, je vous avais partagé ce début de livre que j'ai trouvé très intéressant et important d'ailleurs. Et il y a encore la suite, donc si ça vous intéresse, quand j'aurai le temps, on en reparlera. Comme d'autres sujets d'ailleurs. Voilà, voilà. Bonsoir, je déteste le GIA et le Mac. Salut Zélia Zazou. Ah bah bravo, t'es une vraie Algérienne. Je pense que tout Algérien déteste le GIA et le Mac, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et vous n'êtes pas les seuls, hein. Vous n'êtes pas les seuls. Des entités qui veulent déstabiliser, des entités qui veulent génocider, on les connaît, hein. Voilà, on les connaît. Bref. Allez, je coupe. Bonne soirée à tous et puis bonne nuit, à très bientôt. Abdelkader, je sais pas si tu veux prendre la parole avant que je coupe. Ou bien, bon, allez. Good night, salut. Merci à tous, hein. Ciao.